Juste avant de commencer, j'aurais aimé savoir combien de personnes étaient des web développeurs à main levée comme ça. Et parmi les gens qui sont web développeurs, combien connaissent aussi la technologie du Bluetooth? Ah, quand même. Ok, bon, c'est déjà ça. Donc je me présente, je m'appelle François Beaufort, je travaille à Paris pour Google et j'ai la chance en ce moment de travailler sur une nouvelle API web qui va permettre au site web de pouvoir découvrir et interagir avec des objets en Bluetooth et tout ça en JavaScript. Alors pourquoi le Bluetooth? Enfin, pourquoi Bluetooth déjà? Le mot Bluetooth vient du roi danois Harald Blatten Ier, dit Harald à la dent bleue. Alors je ne vais pas vous mentir, on ne sait pas vraiment si le mec avait les dents bleues ou non, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du Xe siècle, elle ne devait pas être bien propre. Pour la petite histoire, le H de Harald et le B de Blatten, une fois fusionnés, donnent le logo Bluetooth. Donc de la même manière que Harald Blatten Ier a réussi à unifier en son royaume différentes régions de la Norvège, de la Suède et du Danemark, le Bluetooth s'est fixé comme mission en 1994 d'unifier le monde des ordinateurs classiques avec celui des téléphones. Donc il y a quand même plus de 20 ans de ça. Alors comment expliquer ce regain soudain d'intérêt pour cette technologie? Le Bluetooth a beaucoup évolué à travers ses différentes versions. Et la dernière version majeure, la version 4, qui date de 6 ans maintenant, introduit une nouvelle technologie, le Bluetooth Low Energy, ou BLE, ou Bluetooth Smart, comme les mecs l'ont sauvagement marketé. Contrairement à d'autres technologies, comme le Wi-Fi ou l'Ethernet, qui n'ont eu cesse que d'accroître leur vitesse de transfert possible, le Bluetooth, lui, a pris une approche complètement radicale et carrément cool pour le coup. Les mecs se sont dit, essayons de concevoir une techno qu'on va pouvoir ajouter à des objets qui ne sont pas encore connectés et qui coûtent rien, ou presque. Il s'avère qu'en cherchant à diminuer le coût de fabrication et de maintenance d'un appareil, on s'attaque directement à sa consommation de batterie. Pour faire simple, si vous voulez créer un objet connecté aujourd'hui qui consomme peu, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions. Vous allez certainement utiliser une pile bouton type CR2032. Je sais ce que vous dites, CR2032, ça correspond à quoi? Alors je fais comme vous, je vais aller sur Wikipédia, et le 20 correspond aux 20 mm de diamètre de la pile, et le 32 correspond aux 3,2 mm de hauteur de la pile. Donc comme ça, vous aurez au moins appris un truc aujourd'hui. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, l'énergie contenue dans ce genre de pile permet à votre corps de fonctionner pendant environ 20 secondes. C'est pas énorme, hein? Donc ça explique les débits qui sont nettement inférieurs dans cette nouvelle version du Bluetooth. Alors vous inquiétez pas, c'est pas grave. Le BLE est principalement destiné à des appareils pour lesquels les besoins en débit sont faibles et l'autonomie cruciale. Pour ce qui ne change pas, le Bluetooth opère toujours dans les bandes de fréquence ISM, donc comme le Wi-Fi, pour une raison simple. Est-ce que vous savez pourquoi? L'exploitation de cette licence ne nécessite pas de licence. Excuse-moi. L'exploitation de cette fréquence ne nécessite pas de licence. En gros, c'est toujours dans un souci de coût. La portée du signal, comme vous le savez probablement, se compte en quelques dizaines de mètres. Et d'après certaines rumeurs, il se pourrait que la portée de ce signal soit multipliée par 4 dans les prochaines versions de Bluetooth. Donc ça vous permettrait littéralement d'accéder au Bluetooth dans toute votre maison, sans forcément être bloqué par un mur. Pour info, le Bluetooth Special Interest Group, donc le BSIG, qui est en charge de l'élaboration de la norme Bluetooth, prédit que d'ici 2018, donc dans 2 ans, 90% des smartphones qui auront le Bluetooth supporteront le BLE. Ah oui, alors j'ai mis cette slide en plein milieu pour ne pas oublier. Est-ce que vous savez ce que c'est? La première personne, c'est un SVG, c'est pas faux, c'est écrit. La première personne qui est capable de me dire ce qui se passe lorsque je colle ça dans la barre de navigation de mon navigateur gagne une superbe montre Android 360 première génération. J'ai entendu 2. Oui, bah évidemment. Ok, question subsidiaire. Non, ok, non, les deux. Tu dis quoi, toi? Un rectangle? Est-ce que tu peux être un peu plus précis? Monsieur a de bons yeux.
Pour ne pas faire de joue parce que vous êtes deux, le premier qui me dit, juste les deux, hein, le premier qui me dit à quelle version du Bluetooth on est gagne la montre. 4 combien? 4.2, c'est vrai. Tu peux venir. Il fallait. Donc, revenons à nos moutons. Avant de vous parler de l'API web Bluetooth, j'aimerais juste qu'on revienne succinctement sur quelques concepts du Bluetooth et du Bluetooth Low Energy en particulier. Il y a deux rôles bien distincts, le central et le peripheral. Le central, c'est celui qui va scanner et chercher à initier un dialogue avec un appareil en Bluetooth. Ça peut être votre laptop, votre téléphone. Le peripheral, lui, c'est l'objet qui va émettre sa présence en continu toutes les secondes, en disant « je suis là, 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 je peux continuer longtemps ». Ça peut être un frigo, ça peut être un beacon, ça peut être un capteur de rythme cardiaque, n'importe quel objet. Donc je vous rappelle que ça ne consomme rien puisqu'on est sur du BLE. Un petit beacon, par exemple, comme ça, sur la pile bouton que je vous ai montré tout à l'heure, peut tenir plusieurs années. Donc en émettant simplement sa présence. Donc une fois connecté, le peripheral va généralement cesser d'émettre sa présence et le central va pouvoir se connecter à l'appareil via le serveur GATT, G-A-T-T. Pour faire simple, ce serveur, c'est celui qui contient et qui vous permet d'interagir avec les différents services qui sont proposés dans l'appareil Bluetooth. Il existe une multitude de services Bluetooth, comme le service de la batterie, le service du rythme cardiaque. Donc ça, c'est les services qui sont dits standardisés. Mais vous pouvez bien évidemment créer les propres ou les vôtres. Pour finir, chaque service contient une ou plusieurs caractéristiques qui a certaines propriétés. Vous pouvez lire la valeur d'une caractéristique, écrire une valeur dans une caractéristique, ou même être notifié lorsque la valeur de cette caractéristique change. C'est pas si compliqué en vrai, vous avez un serveur, des services et des caractéristiques. Donc maintenant, voyons voir comment ça se traduit en JavaScript. Mon application web va jouer le rôle de central et l'objet auquel je tente de connecter, celui de peripheral. Donc là, ce que je vais tenter de faire, c'est de me connecter à un objet qui émet le service de la batterie. Donc pour ça, je vais appeler la fonction navigator Bluetooth.requestDevice et je vais lui passer un paramètre, cet objet option. Ce que ça va faire, c'est que ça va afficher une fenêtre système modal dans laquelle vous allez voir tous les objets Bluetooth qui sont autour de vous. Pas forcément tous, ça va être filtré avec la clé filters de l'objet option, qui est tout sauf optionnel par hasard. Et donc pour éviter d'avoir une trop grande liste d'objets Bluetooth, bien évidemment. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton pair, vous allez directement récupérer dans votre promesse l'objet Bluetooth device. Ce que je ne vous avais pas dit tout à l'heure, c'est que lorsque l'appareil émet sa présence, il peut aussi émettre un certain nombre d'attributs, en l'occurrence les services qu'il supporte. Comme celui-ci émet le service de la batterie et que c'est un service standardisé, je peux simplement utiliser la string battery_service. Si c'était un service custom, j'aurais pu directement utiliser son identifiant ici. Qu'est-ce qui est important ici? Cette fonction, je ne peux l'appeler que sur des pages sécurisées en HTTPS. En localhost, ça marche très bien pour développer, mais seulement sur du HTTPS. Deuxièmement, pour éviter que le mec arrive sur un site web et qu'il se tape cette fenêtre, cette fonction ne pourra être appelée que si vous interagissez avec cette page web en premier. Donc un simple clic sur un bouton suffit en général. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de nous connecter directement au serveur GATT. Donc là, je vais juste appeler la méthode connectGATT sur mon objet de tout à l'heure. Et maintenant, voyons voir comment faire pour lire le niveau de batterie d'un objet Bluetooth. Je vais appeler getPrimaryService pour récupérer l'instance du service dans cet objet. Je vais ensuite appeler getCharacteristic pour récupérer la caractéristique du niveau de batterie. Encore une fois, comme batteryLevel est une caractéristique dite standardisée, je peux utiliser la string batteryLevel. Et je vais appeler la méthode readValue qui va me retourner un objet DataView en JavaScript et qui me permet simplement de lire le niveau de pourcentage de batterie restante sur mon objet.
Donc là, en 20 lignes de code, j'ai découvert, je me suis connecté et j'ai lu la caractéristique d'un objet Bluetooth. Voyons voir comment on fait pour écrire dans une caractéristique. Ben là encore, c'est relativement simple. Lorsque vous avez votre caractéristique ici, vous allez simplement appeler la méthode writeValue en lui passant un uint8 array. Dans cet exemple, ce que je fais, c'est que je cherche à découvrir un capteur de rythme cardiaque. C'est encore un service standardisé. Je vais récupérer la caractéristique heart rate control point. Et lorsque j'écris un 1 dedans, ça remet à 0 le niveau d'énergie dépensée dans mon capteur de rythme cardiaque. C'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait aussi être notifié lorsque la valeur d'une caractéristique change. Voilà comment faire. Lorsque vous avez votre caractéristique, vous allez ajouter un event listener sur la characteristic value change, lui passer le nom d'une fonction, et démarrer les notifications avec start notification. Et donc maintenant, à chaque fois que cette valeur change, votre fonction bip va être appelée, et vous allez pouvoir, en l'occurrence ici, juste loguer la valeur du rythme cardiaque qui change. Blabla, on va passer aux démos. J'ai avec moi une Playable Candle, qui est un objet Kickstarter. C'est juste une bougie connectée. Le principe est cool. Voyons voir comment ça marche. Donc je vais simplement cliquer sur cette URL. Là, c'est le bouton Connect qui va donc appeler la fonction navigator.bluetooth.requestDevice. Il détecte la candle qui est juste là. Donc là, j'ai découvert, je me suis connecté à l'objet très rapidement, et maintenant j'ai cette interface-là qui me permet de faire des trucs cool avec. Donc je vais mettre du bleu. Merci, merci, j'apprécie. En faites pas trop non plus. Hein. Donc je peux changer les couleurs, forcément. Je peux mettre un petit effet candle pour faire croire qu'on a une bougie. Le côté flashing, qui est rigolo, et le côté rainbow. Faites attention à vos yeux. Ça vient de base avec l'application. Je ne vois pas l'intérêt de cet effet. Vous remarquerez aussi que j'ai directement le niveau de batterie de ma candle qu'en bas, donc j'ai juste simplement récupéré la valeur comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une autre démo qui est un peu plus rigolote, c'est un capteur de rythme cardiaque. J'en ai un sur moi actuellement. Donc, encore une fois, je vais cliquer, je vais récupérer, donc c'est un polar. Je vais me connecter. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le rythme cardiaque d'une personne varie entre 60 et 100. En général, je suis à 80, mais là, comme il y a plein de gens qui me regardent, forcément, je suis à 125. 126. Donc, pour vous prouver quand même que c'est moi, je vais faire quelques pompes, et logiquement, au bout d'un moment, ça devrait monter. Donc je pars à 126. Je compte sur vous pour me dire quand ça monte. Normalement, ça monte un petit peu après, parce que quand je suis dans l'effort, ça va. Je suis développeur. Est-ce que ça monte? Un petit peu quand même. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Donc là, tout ce que je fais, c'est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, juste être notifié lorsque mon rythme... Ça monte, hein. Je vous dis que ça montait après. Donc je suis simplement notifié quand la valeur change et je monte ça sur un joli petit canvas HTML. Et c'est tout ce qui se passe. Maintenant, je vais le laisser dire. Je ne suis pas le seul à avoir joué avec des objets Bluetooth au taf. J'ai un collègue qui s'appelle Léon et qui est super sympa. Et il a plein d'objets Bluetooth chez lui. Et donc il s'est dit, tiens, si je crée des applications web, moi aussi. Donc il s'est acheté un jeu de course Anki Overdrive. C'est un jeu de course où vous pouvez contrôler directement votre voiture depuis une application web. Donc il y a l'application Android et l'application iOS. Il s'est dit, pourquoi pas faire la mienne. Il s'est dit, tiens, j'ai une imprimante Bluetooth à la maison. Est-ce que je pourrais imprimer dessus? C'est ce qu'il a fait depuis son compte-book. Le BB-8 est sorti. La première chose qu'il a fait, c'est créer son application web pour la contrôler. Et genre 2-3 semaines après, il y a un autre développeur externe, Dan, qui a fait « Ah, c'est génial !» Et donc, il s'est amusé, lui, à prendre la Web Audio API et à la cumuler avec la Web Bluetooth API pour contrôler son BB-8. Et il a fait danser le BB-8 au son de la marche impériale. Donc tout ça avec des techno-web.
Et pour finir, il s'est amusé à prendre une petite hélice comme ça, qu'il a mis dans le cucu de sa peluche de Grumpy Cat. Il a accroché des petits ballons chez lui, et puis il s'est amusé à contrôler son Grumpy Cat comme ça. Il a beaucoup trop de temps libre. Bref, ce qui est génial ici, en fait, c'est que Léon et moi et d'autres, on a pu créer nos propres applications web pour des objets Bluetooth qui avaient leur application officielle et qui étaient prévus que d'interagir avec leur application. Et honnêtement, c'est pas super difficile en vrai. Dans le cas de la Kindle, par exemple, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé l'application Android officielle. J'ai activé cette petite option dans les options développeurs d'Android qui me permet de capturer tous les paquets Bluetooth sur mon téléphone. J'ai analysé les paquets et relativement simplement, on se rend compte que quand on veut changer la couleur, on écrit simplement un code couleur dans une caractéristique. C'est pas foufou, on est d'accord. En ce qui concerne le support des développeurs, parce que c'est le support des navigateurs, pardon, c'est une API web. On a Google, Mozilla et Opera qui sont en train de travailler en ce moment même sur l'API expérimentale du web Bluetooth. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous pouvez jouer avec aujourd'hui? Oui. Derrière un flag, donc derrière le flag web Bluetooth, quand vous allez dans Chrome /flags, vous pouvez activer le web Bluetooth. Ça fonctionne sur Chrome OS. Donc Chrome OS, c'est le système d'exploitation qui est sur les Chromebooks, et, puisque personne n'a de Chromebook ici, et sur Android. Je vous conseille la version dev d'Android, c'est là où vous aurez vraiment la version dev de Chrome pour Android, c'est là où vous aurez vraiment les dernières nouveautés de cette API web Bluetooth. Si vous êtes sous Linux, vous avez de la chance. Si vous avez une version de votre noyau Linux supérieure à 3.19 avec la librairie officielle Bluesy 5 installée. Si vous n'avez pas Marshmallow encore, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est seulement pour Marshmallow, malheureusement, Chrome. Si vous n'y êtes pas encore, comme tout le monde, je vous rassure, vous pouvez télécharger une build de Chromium et jouer avec. J'ai écrit un post sur Stack Overflow pour vous expliquer exactement comment faire. En ce qui concerne macOS et Windows, ça arrive. Littéralement, ça arrive. Alors, OK. Les sites web peuvent maintenant se connecter à des objets Bluetooth, comme les applications natives iOS, comme les applications natives Android. Bravo, François. Alors déjà, tu te calmes, Jérémy. Il y a une différence fondamentale. Une application web, je peux la partager via un simple lien que n'importe qui peut ouvrir dans son navigateur. Ça peut sembler con ce que je viens de dire, mais c'est là toute la puissance du web. Aujourd'hui, pour interagir avec un objet Bluetooth pour la première fois, voilà ce que je dois faire. Aller sur un store, accepter les termes et conditions, m'authentifier, faire une recherche, installer l'application, accepter les permissions, lancer l'application, faire un scan, et seulement après, je peux commencer à interagir avec mon objet. Est-ce que ce ne serait pas génial si on pouvait juste garder que la dernière partie? C'est exactement ce que se propose de faire le projet open source du Physical Web. Son but est simple, faites que vous puissiez connecter votre smartphone avec n'importe quel objet sans avoir besoin de télécharger une application pour l'utiliser. Ça a l'air sympa comme ça, hein? Comment ça marche techniquement? Chaque objet connecté en Bluetooth, en plus d'émettre sa présence, va émettre une URL qui va correspondre à l'application web qui vous permet d'interagir avec cet objet. C'est aussi simple que ça. Le protocole utilisé pour diffuser l'URL s'appelle Eddystone. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce protocole ouvert, qui vous permet de définir des URL, mais aussi des identifiants et des informations de télémétrie, je vous conseille la session de Turan Oz à 17 h ce soir. Donc maintenant, juste à condition que vous ayez le Bluetooth activé sur votre téléphone, vous allez pouvoir voir dans votre barre de notification toutes les URL qui sont diffusées par des objets Bluetooth près de vous. Ces URL sont filtrées bien évidemment par un service web. Là, ce que je vous ai mis, c'est une photo de ce qui se passe sur Chrome pour iOS. Ça fonctionne aujourd'hui si vous avez un iPhone et que vous avez l'application Chrome installée. Vous allez pouvoir ajouter Chrome dans votre vue widget, donc la To-Do View, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Et vous allez voir directement toutes les URL. J'ai quelques beacons ici. Si vous avez iOS, vous devriez voir quelques URL que je broadcast actuellement.
Pour Android, ça arrive. Mais vraiment, on parle de semaines là. Si vous n'avez pas envie d'attendre, vous installez l'application Chrome Dev pour Android, vous activez le flag Physical Web, et vous devriez voir aussi les beacons que je broadcast actuellement. Ça semble un petit peu confus. Montre-moi des exemples, François. OK. Imaginez, vous êtes au cinéma avec votre partenaire, et vous voyez une superbe affiche de film devant vous. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous sortez votre téléphone, vous allez chercher l'application de QR code, scanner, que vous utilisez une fois tous les 3 ans, vous baissez, puis vous commencez à regarder pour scanner le film. Ou, vous êtes un peu cool, vous sortez votre téléphone, et vous dites à haute voix le nom du film pour que tout le monde entende. Ou vous faites une recherche directement à la main, vous vous trompez forcément. Ou, le Physical Web est là, vous sortez votre téléphone de votre poche, et là directement, l'URL du site web qui correspond peut-être à la fiche ciné, au trailer, apparaît directement, vous cliquez et vous y êtes dessus. Juste parce qu'il y a un petit beacon qui est placé derrière la fiche du film. Ça marche aussi bien pour les musées, pour les zoos, pour ce genre d'environnement. Le coût de la file d'attente est cool aussi. Donc là, c'est la petite vidéo. Vous vous retrouvez donc au restaurant, toujours avec le même partenaire, ou pas. Et là, vous arrivez, et malheureusement, 50 personnes devant. Vous sortez votre téléphone, vous cliquez sur l'URL qui correspond au site web du restaurant, et là, vous voyez que vous pouvez dire « Oui, j'ai envie d'attendre, rappelle-moi, quand il y a moins de personnes, que je puisse venir. » Vous cliquez dessus, vous partez, vous allez voir dans un autre restaurant, peut-être, vous revenez, et grâce à des technos aujourd'hui comme les push notifications et service worker, qui sont des technos web nouvelles, même si Chrome n'est pas en route sur votre téléphone, vous allez simplement pouvoir être alerté lorsque le nombre de personnes vous permet de rentrer directement dans le restaurant. Je hais ces vidéos à chaque fois comme ça. Un autre cas, donc vous êtes maintenant rentré au restaurant, et un cas tout bête, imaginez que l'URL qui est maintenant broadcasté dans le restaurant, c'est celui du menu. Tout simplement. On pourrait presque aller un peu plus loin. Imaginez qu'en plus du menu, vous puissiez même payer directement depuis votre site web ce que vous avez commandé sur votre table. On pourrait être encore un peu plus fou. Imaginons qu'on cumule ça avec une techno comme le NFC. Chacun pourrait, sur sa table, dire « moi j'ai pris ça, et ainsi de suite ». On ne peut pas le faire encore avec le NFC, mais bientôt, depuis un site web, avec une superbe API qui s'appelle Web NFC. Les mecs sont très originaux. L'exemple de l'horodateur est sympa aussi. Vous arrivez en ville, et donc cet objet est devant vous, et vous dites, tiens, j'aimerais rester 20 minutes. Je vais vous mettre en exactement la vidéo. Donc encore une fois, vous glissez votre barre de notification vers le bas, vous voyez l'URL qui est broadcastée par l'horodateur, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site, vous dites, OK, j'aimerais rester, je crois que c'est 20 minutes, hein. Ploup, ploup. Vous payez directement sur le web vos 10 $. Et là, c'est relativement intéressant. Les deux objets ne parlent pas. Je suis sur un site web qui va parler à un serveur dans le cloud, et ce serveur va parler, lui, directement à cet objet. Donc là, c'est quand même un petit peu différent, où il y a un serveur tierce qui est dans l'histoire. Est-ce que ce ne serait pas génial si on pouvait l'enlever? Imaginez maintenant que l'appareil Bluetooth, qui émet l'URL, vous puissiez directement interagir avec lui. Il y a deux avantages évidents à ça. La consommation. Une antenne Wi-Fi ou 3G consomme beaucoup plus qu'une antenne Bluetooth. De plus, votre application va être nettement plus rapide, puisque vous allez interagir directement avec l'objet. Vous n'êtes pas obligé de passer par un serveur web. Je rappelle qu'à aucun moment, je n'ai eu besoin d'installer une application sur un store pour jouer avec ça. J'ai rien fait, j'ai simplement cliqué sur une notification. Je peux communiquer maintenant avec cette URL, avec cet appareil. Et c'est là, en gros, toute la puissance du Physical Web. Cerise sur le gâteau, en JavaScript, je peux directement récupérer un objet qui correspond à l'objet Bluetooth auquel je tente de me connecter. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de relancer un scan pour voir qui est autour de moi. Évidemment, je peux simplement récupérer cet objet et me connecter au serveur GATT et tout ce que je faisais tout à l'heure.
Ça fait beaucoup à digérer. Hein. Petite blague avec les hamburgers. Aujourd'hui, vous avez tous les outils pour créer votre propre application et votre propre objet. On a des imprimantes 3D. On a des Arduino, on a des Raspberry Pi, on a ces petits outils comme ça qui sont juste mignons et qui peuvent faire des millions de choses avec. Mais vraiment, tout ce que vous faites, c'est que vous rachetez une petite chip Bluetooth et avec des technos comme Node.js par exemple, vous pouvez directement en JavaScript récupérer les commandes qui sont envoyées en Bluetooth et faire quelque chose de votre côté. Et de l'autre côté, j'ai mon client web avec des technos en JavaScript, comme par hasard, qui vous permet d'envoyer ces commandes Bluetooth. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, juste moi qui suis comme ça, avec mes mains au niveau du hardware, je peux maintenant faire des trucs cool. Pour finir, parce que je ne voulais pas vous balancer plein de liens, ça ne sert à rien. Juste vous allez sur Google ou sur votre moteur de recherche préféré et vous binguez à fond. Vous allez récupérer des samples en tapant Web Bluetooth Samples. Je vous conseille vraiment cet article qui a été écrit, en fait, c'est un article d'introduction Web Bluetooth qui a été écrit par un jeune homme, un Français qui débute, François Beaufort, très sympathique. Le statut d'implémentation qui vous permet de savoir où est-ce qu'on en est réellement, ça change tous les jours. Tous les jours, j'ai un mec qui fait « Hey François, c'est génial, mais ça marche pas !» Oui, parce qu'on l'a changé hier. Désolé. La spec, c'est une spec web. Ça veut dire qu'ici, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous le dites, c'est de la merde. Oh, tu pourrais être un peu plus constructif. Et on va forcément faire évoluer la spécification web. Je rigole pas, hein, sauf pour le... Mais réellement, on a des gens qui viennent, on a les mecs de Firefox qui nous font « Oui, moi je l'aurais pas fait comme ça ». Et pour le coup, ils avaient raison, donc on a changé. Donc ça casse des choses. Mais cet API est expérimental. Et c'est une force qu'on a dans le web, c'est de pouvoir, comment dire, itérer sur ces API avant qu'elles deviennent standards et que tout le monde puisse les utiliser. Donc c'est maintenant. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, c'est maintenant qu'on les fait. J'ai essayé d'être relativement court pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Donc je vous remercie. Oh là là, tellement de gens. Vas-y. Non. Donc la question c'est, est-ce qu'on supporte que GATT et pas tous les profils qui sont directement définis dans Bluetooth, qui sont très pratiques. Donc non, on ne les supporte pas pour l'instant, c'est vraiment que du GATT. Pour le moment, encore une fois, tout ce que je vous ai parlé, c'est du BLE, vous remarquerez. Le Bluetooth classique, on n'y est pas encore. Ça arrivera forcément, mais on commence sur ce qui est le plus utilisé maintenant. En tout cas, ce qui a le plus de chances de réussir, en tout cas, c'est le Bluetooth Low Energy. Oui? Comment? La roadmap? Ah bah alors la roadmap, c'est une très bonne question. Non, réellement, est-ce que vous avez entendu parler de l'Experimental Framework? C'est un framework qui va permettre à n'importe quel site web de pouvoir dire hey, moi j'aimerais bien utiliser l'API web Bluetooth, mais j'ai pas envie que les mecs aillent activer un flag dans leur navigateur pour le faire marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les whitelister directement. On va leur donner un petit token qu'ils vont pouvoir ajouter dans leur HTML. Et lorsque Chrome va les détecter, ils vont pouvoir utiliser l'API web Bluetooth. Donc ça, c'est prévu, si tout se passe bien, pour Chrome M50. Ça veut dire quoi en vrai? Ça veut dire mai. Dans Chrome. Pour Firefox, je ne peux pas parler malheureusement. Les mecs, littéralement, ont commencé en janvier. Mais l'avantage, c'est qu'ils avaient toute la stack Firefox OS déjà de fait. Donc ils sont juste en train de migrer sur une implémentation web Bluetooth classique sur leur navigateur. Pour Opera, les mecs sont au taquet comme nous. Donc ils ont dit 37, je crois. Donc ça correspond aussi à mai. Sauf qu'eux, ils pas forcément derrière un flag, mais dans la version dev d'Opera. Et donc Safari, voilà. Et Edge, ils ont dit oui, mais pas tout de suite. Réellement, c'est qu'une question de priorité, hein, ça arrive. Oui? Dans les exemples de code, j'ai vu qu'il y avait des promesses, asynchrone, il y a plein d'appels. Est-ce que ça fait derrière un appel à l'appareil à chaque fois, ou est-ce que ça peut chaîner les appels, enfin tout envoyer d'un coup et faire plusieurs actions Ouais.
tu peux utiliser par exemple promise.all pour récupérer toutes tes caractéristiques d'un coup. Donc c'est relativement propre et tu peux vraiment tout chaîner. Là, c'est relativement simple, donc parce que c'est une présentation, mais si vous êtes dans les samples, ou vous regardez les codes là, vous verrez des beaux chaînages. Parce que les promesses, c'est cool. Hein. Merci. Oui? On a vu que la distance du Bluetooth allait augmenter et qu'on recevait directement la notification, par exemple, sur le téléphone. Est-ce qu'à terme, on aura peut-être la possibilité de filtrer par type les notifications? Parce que si, par exemple, on se balade dans la rue et que tous les restaurants du coin broadcast une URL, on risque de vite être spammé. C'est une très très bonne question. Alors, à 6h ce soir, il y a la keynote de session par Scott Jensen. Scott Jensen, c'est le papa du Physical Web. Donc c'est lui qui va te dire, oui, on sait, et voilà ce qu'on a prévu. Réellement, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les notifications que tu vois vont être filtrées par un service web. Donc, sur Chrome, tu auras le Physical Web Service de Google. Le but, c'est qu'à terme, tu puisses avoir ton propre service qui te permette de filtrer ou d'organiser différemment tes notifications. Donc, c'est Google qui est en premier sur ce projet open source, mais réellement n'importe qui peut commencer. Il y a même pour le coup une implémentation open source sur App Engine d'un service de Physical Web. Réellement, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'URL et puis il va la fetcher, mais de son côté. Donc il va juste faire un petit curl pour éviter évidemment que tu balances tous tes cookies ou des informations de géologue, des choses comme ça. Il va suivre, il va vérifier qu'à la fin, tu es bien du HTTPS, que c'est bien secure, et il va te la redonner telle quelle. Ça, c'est ce qui se fait actuellement. Mais rien ne t'empêche, par exemple, de dire hey, si le meta tag, il y a une description restaurant, je vais le mettre peut-être dans un slot différent. Donc, c'est vrai que pour l'instant, elles sont juste comme ça. Eh bien, je crois qu'on y est. Je vous remercie beaucoup. Merci.